Donc, chers amis, le colloque va pouvoir démarrer et nous sommes heureux d'accueillir Patrick Hetzel qui a bien voulu nous donner la possibilité de profiter de cet amphithéâtre et Eric Mestrallet qui est le président de la Fondation. Voilà, je leur cède la parole. Merci beaucoup, mon général. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire que, en tant que député, c'est un honneur de pouvoir accueillir votre fondation ici cet après-midi pour une très très belle après-midi de débat autour des questions pédagogiques. Je crois que vous faites, enfin non seulement je crois, mais je suis persuadé que vous faites un travail remarquable, là aussi au service non seulement des banlieues, mais je me permets de le dire, au service de la nation, parce que ce que vous avez entrepris maintenant montre que les choses ne sont pas forcément figées, bien au contraire, parce qu'on dit souvent les choses sont bloquées dans notre pays. Et en tant qu'ancien recteur, c'est vrai que parfois on a des critiques concernant l'éducation nationale. En tout cas, ce que montre votre expérience, et je pense que cet après-midi, ici, dans cette salle ô bien nommée Victor Hugo, vous allez aussi pouvoir montrer très clairement, vous êtes extrêmement nombreux à être présents, que les questions éducatives, on peut les envisager en tout cas autrement, on peut les envisager avec un vent à la fois de liberté, mais aussi un vent de sérieux qui vous caractérise. Alors, vos sources d'inspiration, je pense que vous aurez aussi l'occasion de les évoquer. Ce matin, nous parlions des free schools. Elle joue évidemment un rôle décisif, je pense, dans votre propre inspiration. Vous aurez sans doute noté que les free schools elles-mêmes, au moment où elles ont été développées, ne recueillaient pas systématiquement des avis favorables. Elles ont aussi été amenées à se positionner progressivement, et je pense que des expériences comme les vôtres, elles ont vocation, à mon sens, aussi à pouvoir se développer davantage. Mais elle pose aussi, et je crois que avec la présence d'un certain nombre d'intervenants, j'ai vu aussi l'intervention de Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne, je crois que la question la plus importante, c'est aussi celle de l'évaluation. Parce qu'en fait, et là c'est l'ancien recteur qui parle. En fait, des expérimentations, on en a souvent effectué. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a expérimenté, en général, d'abord, on oublie d'évaluer. Et puis, même si on évalue, ensuite, lorsqu'il y a des expériences intéressantes, l'institution n'en tire pas toujours les conséquences pour essayer de diffuser davantage les bonnes pratiques. Donc, je crois que nous sommes arrivés à une croisée des chemins. Et encore une fois, votre fondation joue un rôle décisif. Et je vois un certain nombre de têtes connues qui se sont investies au cours des dernières années pour faire en sorte que, on puisse envisager peut-être l'éducation autrement, mais encore une fois, l'envisager autrement, c'est peut-être revenir à un certain nombre de fondamentaux, faire en sorte que, elle se fasse à la fois de manière exigeante et sans concession, mais qu'elle se fasse aussi de telle manière à ce que nos jeunes ne soient pas oubliés et restent sur le bord du chemin. Et là aussi, vous avez évidemment joué un rôle décisif dans ce sens. Et donc, vraiment, merci encore d'avoir pris cette initiative. Et ce fut un plaisir que de solliciter cette belle institution qu'est l'Assemblée nationale pour que vous puissiez tenir colloque cet après-midi ici en salle Victor Hugo, et je vous souhaite d'avoir un excellent moment d'échange. En tout cas, merci infiniment. Merci, monsieur le député. Merci de nous accueillir. C'est grâce à vous que cette belle salle peut nous accueillir. Madame Le Chénadec, qui a beaucoup œuvré aussi pour faciliter cette belle journée. Alors, malheureusement, Harry Roselmack me charge à dernière minute de vous dire qu'il est bien désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, retenu sur un tournage de film. Voilà, donc ça arrive, ça fait partie des impondérables de ce genre d'organisation. La FEB, la Fondation Espérance Banlieue,
On en a beaucoup entendu parler grâce aux médias et grâce à la mise en lumière d'initiatives sur le terrain qui ont été réalisées dans les écoles de Montfermeil. La première qui a ouvert en 2012, celle qui a ouvert à Marseille en 2 ans après, 2014, et puis les 2 dernières qui ont ouvert cette année, donc à Asnières et à Roubaix. L'une s'appelle Antoine Saint-Exupéry, l'autre l'Accordé. Voilà, pour citer tous les noms. Alors j'ai oublié de citer le nom du cours de Marseille, le cours Ozanam, et le cours Alexandre Dumas, plus connu de Montfermeil. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour essayer de montrer en quoi ces belles réalisations du terrain peuvent être une solution à ces quartiers en difficulté. Alors, on peut les appeler un peu facilement, et c'est pour ça que je n'utiliserai pas le terme, et on va essayer de ne pas utiliser le terme de banlieue, mais essayer de voir comment on peut apporter des solutions à ces quartiers où on sent un véritable désespoir, une véritable désespérance. Ces jeunes n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, et donc ils avancent à reculons, et c'est pas admissible, c'est pas acceptable, c'est pas ce que l'on peut leur donner de meilleur à ces jeunes, et c'est la raison pour laquelle on a essayé de trouver des solutions sur le terrain. Alors pourquoi je parle de solutions sur le terrain, c'est qu'on ne va pas essayer de développer des grandes théories sur les jeunes, la situation en France. On va simplement réaliser des choses, montrer des réalisations et les mettre en lumière et voir de quelle manière, sans prétention, on pourrait les déployer ailleurs. Et pour cela, on sera aidé par un certain nombre de travaux qui ont été réalisés depuis ces 6 derniers mois, excusez-moi, et je voulais remercier ici le cabinet Ben, qui nous a beaucoup challengé, voilà, qui parlera et qui interviendra bien évidemment à la dernière table ronde, mais voilà, qui nous a dit, mais c'est intéressant ce que vous faites, mais est-ce que vous avez pensé à telle chose? Est-ce que vous avez pensé à telle chose? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ça? Et donc, voilà. Et donc, fort de ces travaux qu'on a menés ces 6 derniers mois, eh ben, on a essayé de fortifier et de rendre robuste ce modèle. Alors, quel est ce modèle? Eh ben, on va le découvrir tout au long de l'après-midi. Et je vous invite donc à écouter ce qui va vous être présenté, notez vos questions, puisqu'il y aura des moments d'échange, et puis on essaiera d'illustrer tout cela par un certain nombre d'autres réalisations qu'on peut être organisées et menées en Europe. Donc c'est l'objet de la 3e table ronde. La 2e table ronde, je crois qu'il y aura des directeurs de Marseille et de Roubaix qui seront là pour nous expliquer leur quotidien, en quoi ils arrivent à rendre ce sourire aux enfants, en quoi ils arrivent, et c'est pas d'ailleurs pas que les enfants, parce que nous étions à Roubaix la semaine dernière, et donc il y avait une table ronde, tout le monde disait tout le bien qu'il pensait de ce qui se passait, et puis subitement, c'était non prévu, une maman intervient, prend la place des intervenants d'une certaine manière, et monte à la tribune et dit, vous savez, c'est exceptionnel ce que vous avez fait, vous avez permis à mon enfant de recommuniquer avec moi, alors c'était très touchant évidemment, mais aussi avec tout ce monde adulte avec lequel il était en rupture. Donc l'enjeu de nos écoles Expérience Banlieue, c'est de permettre à ces enfants de réadhérer à cette communauté nationale qui leur permettra demain de devenir des adultes fiers, droits et contributifs d'un avenir que l'on appelle tous de nos voeux. Alors comment on fait? On va le voir, mais les savoirs fondamentaux, bien évidemment, c'est une tautologie pour l'école, mais c'est aussi important de leur expliquer en quoi cette communauté éducative qui est mise à leur disposition, elle est constituée d'une histoire très forte et il faut leur transmettre tous les éléments de cette histoire. Donc voilà ce qu'on va faire tout au long de cet après-midi. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous avez dans vos dossiers le programme de l'après-midi. Nous allons commencer par une première table ronde sur le constat. Elle sera animée par Aïda Touiri et Laurent Bigorgne, le père Jean-Marie Petitclerc et Madame Garcia vont nous aider à établir ce constat sur les difficultés éducatives en banlieue avec leur expérience, j'allais dire, de leurs horizons respectifs. Je vous cède la parole. Ou pas. Voilà, et ben c'est facile, il faut juste appuyer sur le on. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette journée. Alors, cette thématique, la thématique de la journée,
contre l'échec scolaire dans les banlieues, des solutions issues du terrain. Alors pour les solutions, ça sera un petit peu plus tard. Nous, on va commencer par vous parler de la situation. Pourquoi est-ce qu'on parle d'échec scolaire? Pourquoi est-ce qu'on parle d'urgence dans les banlieues? D'abord, on va s'intéresser aux chiffres, et je crois qu'ils parlent d'eux-mêmes. 15% d'illettrisme dans les banlieues, c'est 2 fois la moyenne nationale. Moins de la moitié des élèves en zone urbaine sensible qui maîtrisent les compétences de base en fin de collège, on en parlait tout à l'heure avec nos intervenants. Des profs peu expérimentés qui ont rarement choisi d'être en banlieue. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'on parle d'urgence éducative dans les banlieues. Alors, vont prendre la parole dans quelques instants Anne-Marie Garcia, elle est ancienne inspectrice de l'éducation nationale dans l'Académie de Créteil, également professeure de philosophie. Vous avez vu la création de la toute première école Espérance banlieue. C'était à Montfermeil, vous étiez en poste là-bas à l'époque, et votre témoignage sera précieux. C'est un témoignage de terrain, tout comme celui de la personne qui est à côté de vous, qui s'appelle Jean-Marie Petitclerc, prêtre, éducateur spécialisé, diplômé d'État. Vous avez fondé, il y a plus de 20 ans maintenant, le Val d'Occo, c'était sur la dalle d'Argenteuil. On reviendra un petit peu sur la création de cette association très particulière, très intéressante. Aujourd'hui, vous avez des antennes à Lyon, à Vaux-en-Velin, mais aussi à Nice et à Lille. Et enfin, à côté de vous, donc Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne depuis 2011, ancien directeur des études et directeur adjoint de Sciences Po. Alors avant de vous donner la parole à tous les trois, avant de vous entendre aussi, vous, avec vos questions, on va d'abord écouter des témoignages qui ont été recueillis dans nos banlieues par parents, professeurs, ensemble. Comme son nom l'indique, c'est une association qui est portée par des parents et des professeurs. Elle vise à faire remonter des propositions concrètes pour améliorer l'école, des expériences, des propositions qui sont issues de leur expérience personnelle. Ces témoignages ont été collectés dans plusieurs villes différentes: Montreuil, Mantes-la-Jolie, La Courneuve, Saint-Denis, Drancy, Créteil. On écoute les témoignages et on en parle juste après. Les écoles dites classiques sont surchargées en nombre d'élèves. Avec une classe de 30 élèves dans le public, la maîtresse n'arrivait plus à suivre. Surchargés que nous avons nous conduisent à faire de la garderie plus que de l'enseignement. L'école publique qui est à côté, ici, c'est une école où il y a 800 enfants, donc une grosse école qui, pour moi, fait un peu usine. Un territoire sur lequel on n'a pas suffisamment de professeurs formés. À la rentrée, il y avait comme ça une vingtaine de classes sans enseignants sur ce territoire. Ma fille en CE2 a eu 6 maîtresses en 1 an qui changeaient à chaque fois de méthode. Les 10, on est dépassé, on ne sait plus comment on fait, et des élèves qui ne viennent même plus au cours, qui décrochent complètement son cours mais qui ne font plus rien. Notre formation est nulle. On est vraiment en stage, on teste des choses. Avant ça, on ne savait pas si ce métier-là va nous plaire. La plupart du temps, les méthodes employées actuellement ne permettent pas aux élèves les plus fragiles d'avancer comme ils le pourraient et de la même manière aux bons élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes. 55 minutes, c'est quand même un format très petit. J'ai passé 1 heure à essayer de faire décrocher un savoir. Et quand l'élève a le tilt, ça fait. Vous savez que le lendemain, il va falloir reprendre depuis le départ parce que c'est le lendemain. C'est pas la même chose. Il y a des enfants qui sont déjà décrochés en des matières dont ils voient vraiment pas l'intérêt. Du tout. Surtout qu'on peut trouver ça sur internet, c'est tellement facile, madame. Je vois pas pourquoi je l'apprendrais, c'est marqué sur Google. Notre jeunesse, à l'heure d'aujourd'hui, n'a plus du tout envie d'apprendre. Il y a des parents qui ne savent pas lire, il y a des parents qui n'ont pas fait leurs études ici. Les parents sont aussi en décrochage. Aucun parent n'ose rentrer à l'école. Ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, c'est difficile. Ils n'ont pas tous la connaissance de l'école française. Et j'ai constaté que les parents ont peur de rentrer dans l'espace public, de rentrer dans l'école. Voilà donc pour cette première vidéo qui dresse un peu un constat que vous avez pu d'ailleurs vous-même constater, enfin vous avez pu voir sur le terrain, entendre ce genre de propos, Anne-Marie, parce que vous avez été chef d'établissement, vous avez été inspectrice et vous avez été prof
de philosophie. Comment on fait pour intéresser les enfants justement au cours de philo quand on est dans des établissements techniques, dans des zones comme Montfermeil par exemple? Alors, je n'ai pas enseigné la philosophie à Montfermeil, mais c'est vrai que j'ai été professeur en enseignement technique, en lycée technique, et face à des élèves qui n'étaient pas du tout ils n'étaient pas du tout ouverts à ce type de discipline. Donc, il a fallu trouver des détours. Et dans un premier temps, déjà, essayer d'accepter leur niveau très faible en maîtrise de la langue. Et s'il y a un point sur lequel, dans les quartiers sensibles, un point qui est particulièrement fragile, c'est la maîtrise de la langue. On sait que, par exemple, 22,5% des élèves sortant de l'école, enfin de l'école obligatoire, a du mal à prélever l'essentiel d'un texte. Donc, bon, pour répondre à votre question, il fallait déjà travailler autour de cette capacité à exprimer une pensée. Et ça a été déjà ce premier travail qui a été à faire. Et puis aussi, travailler la motivation intrinsèque, parce qu'il est beaucoup question ici de motivation dans le petit film qu'on a vu. Et si on n'arrive pas à capter cette motivation intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui repose sur le plaisir que l'on a à faire une activité. Alors, bien souvent, dans les quartiers difficiles, à l'école, les enfants ont une motivation, on va dire, extrinsèque contrôlée, comme disent les sociologues, c'est-à-dire une motivation, eh bien, si je ne le fais pas, je serai puni, j'aurai une sanction, donc je le fais. Donc du coup, ce type de motivation finit par s'user, et on arrive bien souvent à des décrochages, et puis petit à petit à des ruptures scolaires. Donc effectivement, le problème de la motivation est un problème essentiel qui, ici, a été, dans le petit film, corrélé avec les méthodes d'enseignement et la prise en charge des élèves en difficulté. Alors, je ne vais pas trop m'étendre non, parce que j'aimerais faire intervenir justement votre voisin sur les méthodes, parce que vous me parlez d'un système scolaire que vous connaissez bien, vous l'avez pratiqué, inspectrice, je disais, chef d'établissement et puis prof. Mais à côté de vous, il y a donc Jean-Marie Petitclerc qui, lui, a monté une association depuis 1995 sur la dalle d'Argenteuil. Alors peut-être d'abord que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette association qui s'est créée en fait dans un contexte un petit peu particulier. Il y avait des émeutes à Argenteuil et ce sont des parents qui sont venus vous voir pour les aider, c'est ça, Jean-Marie ? Voilà, oui, il faut se souvenir donc du contexte de la dalle d'Argenteuil au début des années 90, avec cette grande première vague d'émeutes et qui avait malheureusement même causé des morts. La violence était plus forte qu'en 2005, elle était plus concentrée. Et des parents, bien sûr, inquiets de l'avenir, du devenir de leurs enfants, d'autant que bon nombre d'écoles avaient été incendiées, de même que la maison des jeunes et tout ce qui s'apparentait donc à la culture. Et l'association Valdoco donc, est née de la rencontre entre ce collectif de parents inquiets pour le devenir de ces enfants et puis des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est donc de rejoindre l'enfant, l'adolescent dans ces trois champs de vie. Vous savez, une des difficultés principales des enfants dans ces quartiers réside dans le fait que tous les jours, ils passent par trois lieux. Ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école, et puis ils passent du temps dans le quartier avec les copains. Et chacun de ces lieux est marqué par une culture bien différente. La culture familiale, empreinte des traditions des pays d'origine. La culture scolaire, empreinte des traditions républicaines, que nous dit-on aujourd'hui sur les valeurs de la République. Et puis cette culture de quartier qui est fondamentalement devenue une culture de l'entre-jeune, de l'entre-père, pas IRS. Les adultes avaient un peu déserté l'espace public. Et chacun de ces lieux est tenu par des adultes, les parents en famille, les enseignants à l'école, les aînés, on sait le poids des aînés sur les plus jeunes dans les quartiers, et chacune de ces catégories d'adultes, qui qu'on le veuille ou non, c'est un constat, transmet des repères, au mieux s'ignore, au pire se discrédite. C'est le discours de certains enseignants sur le thème des parents démissionnaires. S'ils n'arrivent pas à faire cours, c'est la faute aux parents, ils avaient qu'à éduquer leurs gamins. Mais vous écoutez les parents et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces enseignants d'aujourd'hui ? Ils se disent professionnels de l'éducation, ils sont même pas capables de se faire la discipline du groupe classe. Moi, je vois mon gamin à l'école pour qu'il apprenne, il revient, il sait rien. Ça, c'est pas faire son métier, c'est même donner des conseils.
Et vous avez les aînés de dire à quoi ça sert de bosser à l'école, à quoi ça sert d'être chômeur bac plus 5, puisque de toute façon, il n'y a pas de perspective d'emploi. J'ai déjà des idées pour le chômeur bac moins 5 que tu es aujourd'hui. Autrement dit, l'enfant passe tous les jours dans ces différents lieux, et les adultes qui tiennent ces lieux se dégomment les uns les autres. C'est de là que surgit ce problème d'urgence éducative. Et combien il me paraît important d'approcher l'enfant, l'adolescent de manière globale, en le saisissant à la fois comme enfant de ses parents, comme élève à l'école et comme apprenti citoyen sur le territoire. Car il faut savoir que le travail social classique en France est très cloisonné. Il y a l'EMO, les éducateurs qui interviennent dans les familles, il y a les acteurs de l'école qui interviennent auprès d'élèves, il y a quelques éducateurs de rue, agents de médiation sociale qui interviennent dans la rue. Mais combien le comportement de l'enfant peut être un peu différent lorsqu'il se situe au sein de la fratrie, lorsqu'il se situe au sein du groupe classe et lorsqu'il se situe au sein de la bande, hors présence de l'adulte. Et donc, nous avons organisé notre activité autour de ces trois pôles, le pôle de l'animation de rue, le pôle de l'accompagnement scolaire et de la prévention du décrochage scolaire, et le pôle du soutien à la parentalité. L'idée, quelque part, c'est qu'on rencontre l'enfant dans la rue, avec ce présupposé que ceux qui passent le plus de temps dans la rue sont souvent ceux dont la vie est le plus difficile, et puis, après avoir accroché avec eux sur le terrain du loisir, les accompagner dans leur formation scolaire et pouvoir intervenir dans la famille afin de prévenir les ruptures familiales. Mais alors là, c'est un problème de motivation ou c'est un problème de compétence? Parce qu'on pourrait se dire que finalement, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres élèves. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont moins motivés? Est-ce que d'eux-mêmes, ils se démotivent? Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Je ne sais pas. Ce que je dirais, c'est qu'à mes yeux, en tout cas c'est l'évolution que je constate depuis 40 ans que je travaille dans ces quartiers, c'est la prégnance de plus en plus grande de cette culture de l'entre-père, qui devient de plus en plus prégnante, qui a tendance à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci se situe en plein cœur du quartier. On parle pareil dans une cour de récréation de collège que sur une place, qui a tendance à marginaliser la famille avec toute l'arrivée des portables. Vous savez, la grande différence entre l'adolescent d'hier et l'adolescent d'aujourd'hui, c'est que hier, lorsque l'ado quittait l'école pour entrer en famille, il quittait l'univers de ses copains pour s'inscrire dans la sphère familiale. Aujourd'hui, avec leur portable, ils ne quittent jamais l'univers des copains. Ils sont continuellement branchés avec eux. Alors, c'est quoi la différence entre un collège de quartier sensible et un collège de centre-ville? C'est que dans le collège de centre-ville, il est encore un peu valorisant d'être premier de classe. Dans le collège de quartier sensible, surtout lorsqu'on est garçon, il est dangereux d'être premier de classe. Si vous êtes premier de classe, aussitôt vous avez la réputation de l'intello et du bouffon, et vous devez gérer toute la violence de vos camarades à votre égard. Combien je rencontre de gamins dans ces quartiers prodigieusement intelligents? Souvent, une fois l'an, je fais une grande conférence à l'école polytechnique dont je suis issu, et j'aime dire que la proportion de génie scientifique est la même dans nos quartiers sensibles que dans nos centres-villes. Nous avons la même proportion de génie scientifique. Le problème, c'est que d'un côté, ils émergent et pas de l'autre. Combien je rencontre de gamins prodigieusement intelligents qui choisissent de sacrifier leur scolarité pour sauver leurs alliances. Et ce me semble toucher le facteur essentiel d'échec du programme ZEP, ces concepteurs qui ont oublié cette donnée mais fondamentale à l'adolescence, que lorsqu'on a 13, 14 ou 15 ans, exister sous le regard des copains passe avant exister sous le regard de l'institution. Et donc lorsque la réussite scolaire n'est plus investie comme valeur par le groupe des pairs, eh bien on assiste à un échec scolaire mais massif. Vous savez que les chiffres officiels, c'est 20% d'une tranche d'âge sortent de l'école sans aucune qualification. 150 000 sur les 750 000. Nous avons un des systèmes scolaires les plus coûteux au monde en termes de pourcentage de PIB, une scolarité qui compte parmi les plus longues au monde, et nous arrivons donc à 20%. Dans les quartiers, c'est 50%. 50% des gamins qui sortent de l'école sans aucune qualification. Alors justement, le décrochage scolaire, c'est un thème que connaît bien Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne. Au sein de votre association d'experts qui produisait des idées, des solutions de politique publique, est-ce que cette approche pluridisciplinaire, justement initiée au Val d'Occo, est-ce qu'elle vous paraît généralisable? Est-ce qu'on peut parler de dissidents de l'éducation? Quel regard est-ce que vous portez là-dessus? Merci, et merci aux organisateurs qui ont songé à m'inviter. J'aimerais dire deux choses avant d'essayer de répondre à votre question. Allez-y. Premièrement, je me sens assez illégitime par rapport à Jean-Marie Petitclerc ou Anne-Marie Garcia, parce qu'eux sont sur le terrain ou qu'on connu. Je parle évidemment plutôt d'une position ex-cathédrale, ce qui est toujours moins simple et sans doute moins concret. La deuxième chose, et c'est plus un clin d'œil, il faut presque un gilet pare-balles pour venir vous rejoindre parce que les médias détestent ça. J'ai frappé de voir que, et ça m'a donné encore plus envie d'être cet après-midi, que manifestement, quand on vient à un colloque de la Fondation Espérance Banlieue,
on indique évidemment ses préférences en matière d'éducation, qui sont des préférences pour tous ceux qui écrivent contre vous, nécessairement politiques. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en réalité, ces questions méritent du débat, méritent de l'ouverture, méritent du pragmatisme. Et donc je m'inscris complètement dans la démarche qui est la vôtre, de vouloir débattre, de vouloir questionner et interroger. Et je regrette que parfois l'éducation reste un instrument idéologique entre les mains de certains. La chose que j'aimerais dire, c'est que quand on regarde de façon, donc je vais assumer mon statut d'expert, de façon un peu, j'allais dire macro, les situations, on constate qu'au début de ce siècle, en Allemagne, une situation assez particulière telle qu'elle est décrite par l'OCDE dans l'enquête PISA, c'est que l'Allemagne, à l'époque, et il y a un très beau tableau que je vous invite à regarder dans un bouquin récent qui s'appelle « Changer de modèle » de Philippe Aghion, d'Eli Cohen et de Gilles Berset, l'Allemagne est le pays d'Europe au début de ce siècle où les inégalités expliquent le mieux la réussite scolaire. Je vais le traduire en des mots simples, c'est donc le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, c'est-à-dire celui, au fond, où vos résultats à l'école, à 15 ans, seront le mieux déterminés par le milieu social auquel vous appartenez et éventuellement par votre origine géographique, donc immigrée. Il y a eu une inversion totale, hein, ce qui est très bien montré par Aghion, Seth et Cohen, c'est que c'est maintenant la France qui est ce pays. C'est-à-dire que c'est en France où les performances des élèves à 15 ans sont le mieux expliquées par le milieu social dont ils sont issus et éventuellement par leur origine géographique. Et quand je dis que c'est la France qui est le pays où cette origine sociale explique le mieux les choses, c'est pas à l'échelle de quelques pays, c'est pas à l'échelle de la seule Union européenne, non, c'est tout l'OCDE. Donc on est devenu le pays le plus inégalitaire. Et j'aime bien le rappeler, même si ce fait m'attriste, parce qu'on a tous entendu les 150 000, les 15, 20%. Il y a un fait plus patent encore pour dire ce qui est aujourd'hui la difficile performance de l'école française, c'est qu'on est devenu un pays profondément inégalitaire et au fond assez contraire à ce qui est marqué au frontispice d'à peu près toutes les écoles. Il n'y a pas d'égalité à l'école, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'égalité avant l'école, il n'y a pas d'égalité grâce à l'école, il n'y a pas d'égalité à l'école. Et donc il n'y a pas d'égalité après l'école. Et par rapport à ça, il faut qu'on soit tous conscients des choix qu'on a faits. Et je le dis ici dans le lieu de la représentation nationale, on continue de faire fonctionner, je continue d'être macro, hein, c'est mon rôle, je l'assume, on continue de faire fonctionner le système éducatif français comme si on était une économie fermée, c'est-à-dire une économie d'avant les années 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un financement en courbe de Gauss, pour tous ceux qui ouvriraient les cours de maths, c'est le U inversé, vous savez, de notre éducation. Pas beaucoup d'argent en primaire, énormément d'argent dans le secondaire, 23% de plus que la moyenne de l'OCDE, pas assez d'argent dans le supérieur. Si vous êtes un pays en économie ouverte, vous devez exactement fonctionner de façon inverse. C'est-à-dire que vous devez mettre beaucoup d'argent sur le primaire parce que vous accueillez beaucoup de petits qui viennent de l'étranger, puisque vous êtes en économie ouverte. Vous ne savez pas bloquer les flux migratoires, ça n'existe pas, si ce n'est dans des chimères politiques. Et donc, il faut être capable, si vous voulez garder, conserver votre cohésion sociale, à renforcer, d'allouer des moyens forts pour que le primaire soit le socle qui initie. Je vous rappelle que les dépenses d'enseignement primaire en France, c'est 20% de moins que la moyenne de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'on fait n'importe quoi depuis des années, quoi. Ah bah oui, donc il faut quand même dire les choses. On peut se cacher derrière son petit doigt, mais moi, vous voyez, j'ai du mal. Hein. Vous continuez à me voir. Et en réalité, on fait la même chose dans l'université, puisque si vous êtes en économie ouverte, vous devez faire que votre université soit extraordinairement attractive. Parce que quand vous êtes en économie ouverte, il y a des gens qui vous quittent, c'est normal. Ça s'appelle la mondialisation, ça s'appelle les phénomènes de diaspora, mais ça n'est pas inquiétant tant que ceux qui partent voient leur départ compensé par la qualité de ceux qui arrivent. Alors je vais demander quand même... Et donc voilà, l'inégalité plus la mauvaise allocation des moyens, on viendra ensuite aux méthodes, hein, mais ça crée une toile de fond qui pèse énormément sur les performances de l'école française. Et si vous n'êtes pas capable, je vais employer une métaphore qui a eu cours il y a quelques mois, d'inverser la courbe. Oui, la fameuse courbe. Si vous n'êtes pas capable d'inverser la courbe des dépenses d'éducation, vous ne pouvez de toute façon pas obtenir d'inversion du résultat. Donc, tous les politiques qui viendront vers nous, notamment dans la perspective de 2017, sans être capables de nous dire qu'ils vont réallouer des moyens du secondaire vers le supérieur et vers le primaire, nous mentirons
s'ils nous disent qu'ils pensent pouvoir diminuer l'échec. Anne-Marie, vous étiez consciente de faire du n'importe quoi depuis des années, vous? J'ai dit que j'étais macro, vous exagérez un tout petit peu. Oui, mais justement, je suis volontiers provoque pour faire réagir, et ensuite, allez-y, je vous écoute. Non, j'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi pendant toutes ces années. Juste un chiffre qui donnera un petit peu la perspective pour rebondir sur ce que disait M. Bjorn. Oui. Les enfants qui arrivent en ZEP, moi je parle de ZEP, donc à l'école, les maternelles ont 3 fois moins de vocabulaire que les enfants dans les milieux hors ZEP. Donc ça donne un petit peu déjà l'ampleur de la tâche. C'est qu'au niveau du langage, bon, là je parle du lexique, mais il y a aussi l'aspect syntaxique aussi qui intervient. Donc c'est quand même un point très important à noter. Alors maintenant je voudrais réagir à ce que disait mon voisin de gauche, M. Petitclerc. Sur son approche pluridisciplinaire. Oui, parce que bon, la France n'est pas un pays totalement isolé. Je pense que dans d'autres pays européens, les enfants, les adolescents sont tout aussi attachés à leur portable et au regard des pairs. Alors, donc je ne pense pas que ce soit seulement ça. Et moi je m'inscris en faux. Je pense que les enfants ont envie de réussir. Et les parents, même parfois illettrés, même parfois très éloignés de l'école, ont envie aussi que leurs enfants réussissent. Alors, ce qui est dit dans le petit film, là, c'est qu'il y a souvent des rapports difficiles avec l'école et le collège, parce que les parents sont effectivement un petit peu réticents de venir trouver l'école. C'est même pas réticent, pardon, c'est qu'ils ont peur. Ils disent qu'ils ont peur d'entrer, c'est plus de la réticence, là. Ils ont peur parce que, effectivement, assez souvent, on les culpabilise au lieu de les responsabiliser. Ce sont deux choses différentes. Combien de fois, mais j'ai entendu dans les écoles, par les directeurs, par les enseignants, quoi, il n'a encore pas son cahier, les parents ne font pas ce qu'ils doivent, etc. Alors, bien évidemment, c'est très ennuyeux pour les enseignants, mais sans doute faut-il avoir aussi une politique d'accueil et une politique d'accompagnement à l'égard des parents pour les aider justement à effectuer un suivi scolaire de leurs enfants, parce qu'on sait que c'est un paramètre important de la réussite. Quand les parents au moins s'intéressent, même s'ils n'ont pas les capacités notamment linguistiques, ni les codes culturels pour aider leurs enfants le soir, enfin comme le font d'autres parents dans d'autres quartiers. Anne-Marie, il y a quand même, souvent on entend les profs qui disent oui, mais c'est la faute des parents qui ne s'occupent pas des enfants, et puis les parents ils disent oui, mais c'est les enseignants, ils ne sont pas formés, ils sont pas prêts, quoi. Alors finalement tout le monde se renvoie la balle, quoi. Oui, alors dire que les enseignants ne sont pas formés, c'est dans les banlieues en tout cas, excusez-moi, mais il y a certains endroits où elle le disait, 6 enseignants par classe. Oui, là, il y a des classes qui n'ont pas vu d'affectation pendant des semaines. Ça s'est passé à Saint-Denis. On parle pas de... Là, on fait vraiment référence à l'Académie de Créteil, qui est une académie très difficile, dont certains lieux, certaines circonscriptions de Seine-Saint-Denis en particulier, connaissent des hausses d'effectifs très importantes à la rentrée. Et donc, les directeurs académiques doivent répondre très rapidement. Et effectivement, il y a des manques d'enseignants. Mais c'est prévisible, ça, quand même. Pas toujours. On a notamment sur Saint-Denis, sur des communes comme ça, on a des afflux pendant l'été de population et il faut y répondre. Bon, pour continuer sur... oui, après je donne la parole. Je crois qu'effectivement, dans l'école, il y a une incompréhension qui se tisse souvent entre les parents et les enseignants. Et c'est ce sur quoi, moi, en tant qu'inspectrice, j'ai essayé de travailler le plus possible, en commençant déjà par la maternelle, en invitant les parents dans les classes pour leur expliquer petit à petit ce qu'on fait avec leurs enfants, que la maternelle, c'est une école aussi où on apprend. On les a également invités, on les invitait très souvent à la remise des bulletins. Bon, c'est des choses qui sont maintenant classiques. Et on essayait de nouer avec eux des relations les plus positives possibles. Ça ne réussissait pas toujours. Mais il faut savoir, comme vous dites, qu'ils ont peur, que aussi il y a un problème d'harmonisation
entre les codes culturels de la famille, vous en parliez effectivement, et les codes de l'école et de la société. Hein. Puisqu'il faut parler du terrain, souvent les parents qui voient des enseignants en difficulté, eh bien, disaient mais t'as qu'à lui mettre une bonne torgnole et puis ça ira mieux. Alors évidemment, nous, on ne peut pas accepter ça. Hein. C'est les codes. C'est ces codes-là qu'ont certains parents. Alors, si on leur fait la morale et qu'on les renvoie dans les cordes, eh bien, ils ne vont plus rien comprendre. Et à ce moment-là, ils vont dire « je suis dans le faux ». Alors, c'est là où il faut une formation, effectivement, qui peut-être dépasse même l'aspect didactique et l'aspect pédagogique, une formation des enseignants pour l'accueil des parents et pour les aider à accompagner leurs enfants qui s'intéressent à la scolarité de leurs enfants. Ce qui n'a pas été dit, après je m'arrête, c'est aussi un point important qui est noté par beaucoup de sociologues, notamment Jacqueline... je ne sais pas plus son nom, Costalascu, je crois, qui indique que le niveau de diplôme de la maman était un paramètre important dans la réussite scolaire des élèves, parce qu'elle est souvent en contact, le plus souvent en contact avec les enfants le soir, et si elle n'a pas, ce qui arrive dans les quartiers effectivement sensibles, si elle n'a pas un niveau important de langue notamment, elle a du mal à aider ses enfants. Et c'est vrai que le point de vue linguistique est un point de vue très important. Par exemple, je termine juste sur ce chiffre. On a fait des pourcentages de difficultés en lecture. Bon, sur le territoire national, à l'issue de la scolarité, c'est 17% qui ont des difficultés avec la lecture pour comprendre et rendre compte d'un texte. 42% sont en difficulté de la première génération, immigrés première génération, 42%. Et 37% sont encore en difficulté pour la seconde génération. Or là, se pose effectivement l'urgence scolaire et éducative, parce qu'effectivement, cette seconde génération, elle a fréquenté l'école depuis la maternelle jusqu'au bout du parcours. Alors c'est là où effectivement il faut se poser le problème, non pas de la qualité des écoles, parce que je pense que les écoles sont aussi dans les quartiers un élément de repère institutionnel, mais certainement s'interroger sur 2 points, mais je n'aurai pas le temps de développer. Non, parce qu'il faut quand même qu'on donne la parole à vos voisins. 2 points qui sont, d'une part, l'organisation de la vie scolaire. Et je crois que c'est un des points particuliers sur lesquels l'école Alexandre Dumas a beaucoup réfléchi. Et deuxièmement, réfléchir de manière très pointue sur le parcours des élèves et la mise en place des dispositifs d'aide aux élèves. Alors, moi, j'aimerais faire réagir Jean-Marie Petitclerc pour savoir de quelle manière est-ce que les parents interviennent au Val-d'Ocaux dans les différentes structures que vous avez mises en place. Il y en a au conseil d'administration de l'association, et puis ensuite, donc, chaque fois qu'on organise un départ en vacances, comme il est important pour nous de réunir les parents avant, de les réunir après, et d'essayer de servir de ce que nous avons pu vivre avec l'enfant comme outil de valorisation. Mais reconnaissons que bien des parents sont en très grande difficulté dans ces quartiers. Ils sont démunis ? Vous dites ? Ils sont démunis ? Oui, démunis. Et que, je veux dire, toute la présence des portables, ils n'ont pas les moyens d'apprendre à l'enfant à gérer le portable. C'est ça qui peut être très différent avec notre quartier. Et là, il y a une vraie fracture numérique, pour le coup. Donc, le portable est continuellement présent, le jeune est continuellement sollicité par ses copains. Je ne parle pas des enfants, moi je parle des adolescents de collège. Je crois que c'est quand même important à un moment qu'on se rende compte de ce qui se passe. Une autre différence entre un collège centre-ville et un collège ZEP. Dans un collège centre-ville, 1 heure de cours, en gros, vous avez 40 minutes de contenu et 20 minutes d'interstice. J'appelle interstice, tais-toi Jérémy, ouvrez la fenêtre, ouvrez vos cahiers. Dans un collège ZEP, la proportion est inverse. C'est 20 minutes de contenu et 40 minutes d'interstice. C'est-à-dire que le prof qui essaye, comme il peut, de mettre au travail ses élèves. Au bout de 4 années, l'écart est considérable entre ceux qui ont eu 20 minutes de contenu par heure et ceux qui ont eu 40 minutes de contenu par heure. Et pour moi, une erreur quand même fondamentale, c'est l'idée de vouloir scolariser ensemble tous les gamins du quartier. Mettre le gamin en classe avec les caïds qui lui font peur
Et les copains du quartier qui ne cessent de le faire rigoler, je crois qu'un peu de bon sens nous va faire nous découvrir que ce n'est pas la meilleure solution pour lui permettre de développer ses apprentissages. Oui, on propose quoi alors? On fait quoi? On les met ailleurs? On les met où? Non, mais on les met où? Quand j'étais au ministère de la Ville, essayer de développer cette idée des fois de busing, de fermer des classes, de répartir les gamins dans les différents collèges de la ville, simplement pour permettre à l'enfant de retrouver un groupe qui puisse investir sa scolarité. Il me semble que le relatif échec de la politique de la ville, parce qu'on n'a pas à rougir des dizaines de milliards d'euros qu'on a dépensés pour ces quartiers depuis les premières émeutes de 90, réside dans le zonage. C'est-à-dire que toute notre politique a consisté à mener des actions dans les quartiers pour les gens des quartiers. Et que tout ceci n'a rien enrayé la spirale de ghettoisation. Des gamins qui vivent dans le quartier, on les scolarise dans le quartier, l'État est prêt à payer des programmes de vacances pour qu'ils partent ensemble en vacances. Ils sont capables de reproduire l'ambiance du quartier sur le terrain de camping qu'ils occupent. Dernière idée du ministre, on va essayer de subventionner des jeunes pour qu'ils puissent fonder leur entreprise dans le quartier. J'attends le prochain qui prônera l'ouverture de maisons de retraite dans les quartiers. Et la boucle sera bouclée. Donc, combien, aujourd'hui, ce qui me paraît important, effectivement, c'est que l'école puisse permettre à ces gamins d'accéder à une autre culture que celle de l'entrepère du quartier. Combien, effectivement, je vois d'enseignants, mais déboussolés par rapport à la manière dont les jeunes se parlent, mais aussi par l'institution. C'est-à-dire que la grande différence entre... Quand j'étais adolescent, il m'arrivait d'inventer des mots pour être compris de mes copains, pour être compris des adultes. Mais lorsque je fréquentais des institutions gérées par les adultes, je m'alignais sur les codes adultes. Aujourd'hui, ils parlent aux profs comme ils parlent aux copains. Allons nous plonger dans ces collèges de quartiers sensibles. Je ne parle pas des lycées. Les lycées, on a déjà fortement écrémé. Je ne parle pas non plus des écoles primaires, où là, il y a énormément de choses à faire. Je parle du maillon faible. Mais donc, excusez-moi, mais ça veut dire qu'il faut délocaliser les jeunes, concrètement? Et qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, il faut leur apprendre la mobilité. Un des facteurs premiers d'aide à l'insertion professionnelle, c'est la mobilité. On a des jeunes là qui vont choisir, les quelques-uns qui atteignent l'enseignement supérieur, les filières qui se font dans les lycées de la ville. Bon. Combien, effectivement, apprendre à ces jeunes à bouger. Pour moi, ça devrait être une mission de l'école à l'orée du XXIe siècle. Or, on s'aperçoit qu'à cause de toutes ces réglementations et de la pénalisation des erreurs pédagogiques, ce sont dans ces quartiers qu'il y a le moins de voyages scolaires organisés. Parce qu'effectivement, le prof prend la responsabilité de ce groupe en dehors de l'école, au moins quand il est dans l'école, la classe fermée, on ne peut rien lui reprocher. Bon. Et on s'aperçoit que ce sont les lycées les plus favorisés, les lycées internationaux, où il y a des voyages scolaires, et ces gamins-là, c'est quasiment pas de classe de neige, d'échanges avec d'autres. Ils sont enfermés dans le quartier. Et on a de moins en moins d'instituteurs, professeurs du primaire, comme on dit, professeurs des écoles, d'enseignants qui osent faire sortir. Là, je crois que cette éducation à la mobilité, pour moi, aujourd'hui, me paraît une des données essentielles si on veut effectivement sortir ensuite de ce scandale, de cet échec d'insertion professionnelle. Là encore, un taux de chômage des jeunes qui est à 50% dans le quartier. Alors, l'heure tourne et j'aimerais évoquer un sujet avec vous, Laurent Bigorne, parce que vous avez récemment rendu un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre à l'Institut Montaigne. Vous parliez des nouvelles technologies. Alors, Jean-Marie Petitclerc disait qu'effectivement, le portable pouvait être un outil pour favoriser l'entre-soi, finalement. Mais vous, dans votre rapport, vous dites que les nouvelles technologies peuvent aider à lutter contre le décrochage scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et comment ça peut se produire? Je vais m'octroyer 3 points et celui-ci sera 3e. D'accord, alors allez-y, jusqu'à 45, après on va donner la parole aux Un point de spectateurs. nuance d'abord, dans ce qu'a dit Madame Garcia, moi j'exonère pas l'État de ses responsabilités dans l'Académie de Créteil. Je veux dire par là que quand un même phénomène se répète perpétuellement et continuellement, c'est plus un dysfonctionnement, c'est une habitude ou un choix. On admet la contrainte, après tout, on amène quelque part et puis on se force à boiter et advienne que pourra. Je n'exonère pas la responsabilité de l'État, qu'il soit de gauche ou de droite, ça m'est parfaitement indifférent. Par ailleurs, dans une académie qui représente quand même 80 000 enseignants, c'est-à-dire 10% du corps enseignant français. Donc je suis plus sévère que vous sur la façon dont on y agit et je pense que ces phénomènes, contrairement à ce que vous dites, s'anticipent. Il faut tout simplement se donner les moyens d'avoir les effectifs qui permettent d'aller sur les prévisions les pires d'effectifs, c'est-à-dire au fond les plus inflationnistes, pour ne pas chercher dans l'urgence ou monter des concours bidons pour recruter des gens qui n'ont ni la vocation, ni la formation, ni la capacité à.
Et de ce point de vue-là, on est collectivement responsable. C'est une académie qui est en grande souffrance à chaque rentrée. Et est-ce qu'on laisserait, sincèrement, une région entière dont les hôpitaux verraient leurs résultats au même moment de l'année, chaque année, dévissés? Est-ce qu'on se dirait, bon, c'est normal, c'est comme ça, c'est une espèce de fait local ou de microclimat? Non, on n'accepterait pas ça. Hein. La deuxième chose... Peut-être qu'on peut la laisser juste répondre à ce point, et puis après vous enchaînez. Non, vous voulez pas répondre là pour le coup? Ah bah alors... Ah bah c'est dommage, on aurait voulu vous entendre, non? Je ne pense pas qu'elle soit faite. Par ailleurs, Madame Garcia, je ne veux pas une avocate de la situation, mais pour vous dire que j'étais plus dur que vous sur la situation. Alors allez-y, enchaînez peut-être. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir peut-être en nuance par rapport à Jean-Marie Petitclerc, c'est sur la politique de la ville. Il y a toute une partie de la politique de la ville sur laquelle on n'a pas à rougir. Il fallait faire cet effort colossal de rénovation urbaine. Mais moi, je rougis de ce qui a été fait dans le cadre de l'accès. Hein, l'agence de cohésion sociale et d'égalité des chances. Tout le monde disait que les programmes, pour la plus grande partie d'entre eux, étaient bidons. On leur a dit, j'y suis allé 10 fois les voir, pour leur dire qu'ils n'auraient pas de résultats. Ils s'en foutaient, parce que de toute façon, l'évaluation arriverait après les équipes en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a demandé à Marc Gurgan, de l'École d'économie de Paris, de regarder ce qui avait été mis en place, on s'est rendu compte, une fois de plus, qu'on avait arrosé du sable. Donc, et impunément. C'est-à-dire qu'on a déversé des millions d'euros sur des politiques qui étaient construites sur un attendu ou un présupposé sympathique, c'est qu'il ne fallait surtout pas que l'accès intervienne dans la salle de classe. Mais bon sang, où est-ce que se fait la performance scolaire? Sinon dans la salle de classe. Je veux bien qu'il y ait des dispositifs périphériques qui soient formidables, mais la performance à l'école, elle ne se bâtit pas sans les profs, elle ne se bâtit pas en dehors de la salle de classe. Ou alors c'est de la magie. Mais là, il y a quand même un vrai sujet. Donc je ne suis pas patient, je ne suis plus patient ni tolérant par rapport à des gosses plans qui aboutissent à des riens et où tout le monde, au fond, se donne bonne conscience sur le dos des enfants. Je suis désolé, quand on prend les données objectives d'évaluation de ces programmes, ce qu'un certain nombre de Cassandre peut-être avait dit ab initio, c'est produit. Et dans mon deuxième point toujours, j'aimerais prendre une typologie très rapide de 3 réformes, parce que comme on est à l'Assemblée, il y a sans doute des parlementaires, hein, et pas seulement au premier rang, mais peut-être même que leur esprit est dans la salle, hein, pour leur dire plusieurs choses. On nous a à peu près tout fait. C'est-à-dire qu'on nous a fait, de Darcos à Payon, les réformes qui, d'une certaine façon, étaient ineptes. C'est-à-dire qu'on a supprimé la formation, c'était inepte de le faire, même s'il fallait la modifier, puis on l'a rétabli sans soucier de la formation continue. On nous a fait la réforme inepte des rythmes scolaires, on a coupé un jour de classe pour les tout petits, y compris dans les quartiers les plus durs, et puis on a redépensé ensuite 1 milliard pour remettre ce jour de classe sans y parvenir. 2 réformes ineptes. 3e réforme inepte, il y avait d'excellents programmes pour la maternelle en 2008, et c'est parce qu'ils étaient sans doute excellents qu'il a fallu les revoir pendant presque 2 ans au début de ce quinquennat. Il y a un moment ou un autre, il va falloir arrêter de faire des réformes dans tous les sens, qui ne répondent à aucune donnée objective, qui ne répondent à aucune demande du corps social, pour se concentrer sur le vrai problème. Et je viens à mon 3e point, qui est celui du numérique. Parce que j'aimerais bien qu'on entende les personnes dans la salle aussi. Prenez le dernier article, un des derniers articles de Bruno Suchaut, S-U-C-H-A-U-T, hein, qui a été le patron de Guérédu et qui est aujourd'hui en Suisse, où il exerce ses talents. Bruno Suchaut explique un fait archi simple. Il faut, en moyenne, pour des enfants, particulièrement pour des enfants dont le milieu social ne leur permet pas d'avoir entendu, ou en tout cas d'avoir été accoutumés à l'écoute du même nombre de mots qu'un enfant issu de milieux favorisés, c'est le point que vous souligniez tout à l'heure, il faut 35 heures d'interaction individuelle à cet enfant sur 2 à 3 ans pour lui permettre d'arriver à la lecture. Ce qui est l'objectif, Bruno Suchaut, sur la base d'expériences extraordinairement chronométrées, donc mesurées, c'est qu'aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on donne à ces gamins entre 15 et 20 heures d'interaction. Et donc, une partie, et peut-être une réforme intelligente à trouver, une partie du travail des adultes de ce pays, c'est de savoir comment on augmente le temps d'interaction individuelle. Ça doit se faire évidemment en classe, ça veut dire qu'il faut changer les rythmes à l'intérieur de la classe, ça veut dire qu'il faut changer les objectifs des enseignants sur comment je double sur l'espace de 2 à 3 ans en grande section CP-CE1 le temps d'interaction individuelle. Ça veut dire, pour aller dans le sens de M. Petitclerc, qu'il faut savoir comment on y associe les parents, même ceux qui sont les moins éduqués, parce qu'il y a des gestes simples qu'on peut pratiquer tous les jours avec ses enfants. Et c'est aussi en cela, parce que ça n'est pas une baguette magique, que le numérique peut aussi, dans certains cas,
être un outil très précieux, parce que si le numérique permet de dupliquer des exercices faits par un enseignant dans le cadre d'un petit groupe pendant une demi-heure, dans le restant de la journée pour des élèves qui en auraient particulièrement besoin, il est très utile. Et donc, moi j'invite vraiment ceux qui vont réfléchir à ce qui doit se passer dans les années qui viennent, à lire Bruno Suchot et à se poser la question de savoir comment, en intelligence et sans caractère normatif, on double ce temps d'engagement, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Voilà une proposition. Anne-Marie, vraiment très rapidement, parce que j'aimerais vraiment qu'on écoute. Oui, très rapidement, donc juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la classe. Un sociologue pourtant très investi dans la politique des ZEP, Rochek, se disait « L'extraordinaire du projet a fait oublier ou risque de faire oublier l'ordinaire de la classe ». Et je crois que c'est là-dessus, s'il y a une urgence éducative, c'est là-dessus qu'il faut se recentrer. Monsieur Mestralet parlait tout à l'heure de revenir aux fondamentaux. Moi, j'ai souffert vraiment de voir dans la politique justement des ZEP, de voir que les enseignants offraient, mais pas leur faute, parce que c'était des projets clés en main en quelque sorte, très chers d'ailleurs. Hein. Donc on leur offrait des projets dits culturels pour les enfants. Mais pendant ce temps-là, les enfants des classes, enfin des écoles de centre-ville ou de collèges centre-ville, ils sortaient pas tant que ça, monsieur, hein, pas tant que ça. Peut-être qu'il y a des beaux voyages, etc. Mais je pense que eux, ils étaient dans une approche quotidienne de la culture et de la langue. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se rapproche de la classe. Et aussi, je dirais aussi même de la vie de l'école, qu'on réfléchisse sur la vie de l'école et que l'on donne, tant dans la classe qu'à l'école, des rites. Alors, rites, ça, enlevons la connotation évidemment religieuse, hein, des rites de vie, hein, et également que l'on remette aussi au goût du jour la discipline, non pas au sens très contrainte, mais la discipline comme ce qui permet à l'enfant de se préparer à l'attention et à la concentration. Dernier petit point, je me souviens que j'avais assisté auprès des directeurs pour que les élèves, avant d'entrer en classe, puissent être calmes dans la cour et non pas qu'ils montent en classe en bande un peu qui évoque ce que vous disiez, hein, en bande un petit peu désordonnée. C'est très important que les enfants puissent déjà maîtriser leur corps pour pouvoir se préparer à apprendre. Bon, j'avais plein d'autres choses à dire, mais bon. Très bien. Bah, écoutez, on va faire court, et puis j'aimerais vraiment qu'on puisse interagir avec la salle, parce que j'imagine qu'il y a aussi des enseignants, des personnes qui peuvent nous apporter un éclairage. Donc la parole est à vous pour quelques minutes encore, mais je vous en prie. Il y a un micro qui circule. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est vrai que quand j'écoute notamment Anne-Marie Garcia, je me dis que vous êtes pleine de bonne volonté, mais en fait, votre discours est hyper laborieux. C'est-à-dire que moi, je me replonge dans mes années scolaires, et pour moi, l'école avait un sens. Et je me dis, et si on essayait de se dire que l'école doit avoir un sens pour les élèves, tout simplement. Et l'école ne peut avoir un sens que s'ils ont l'impression d'être intégrés, notamment par le travail. Parce qu'aller à l'école, s'éduquer pour être chômeur, bah, il y en a qui considèrent que du coup, l'école est inutile. Raison pour laquelle, notamment pendant les émeutes, les écoles sont brûlées, parce qu'elles n'ont pas de sens. Et si on allait un tout petit peu plus loin, et pourquoi l'éducation nationale ne considérait pas que les élèves sont leurs clients, hein, et donc satisfaire le client. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut aborder une politique qui résonnerait, qui sortirait en fait du schéma siloté, et donc pourquoi on ne créerait pas un co-développement entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, parce que finalement, l'école, c'est pas que apprendre des livres, c'est aussi en effet sortir, s'ouvrir, et c'est parce qu'on sort, qu'on s'ouvre et qu'on est confronté à d'autres perspectives, qu'on a envie de se plonger davantage dans les livres, qu'on a envie d'apprendre. De la vie. Exactement, et qu'on comprend que le savoir, finalement, sert à quelque chose. Et je conclurai en disant que, finalement, la campagne de Michelle Obama sur les 62 millions de jeunes filles qui doivent retourner à l'école, c'est un débat qui est intéressant, parce qu'il repose la question du sens du savoir, de l'éducation. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose en France ? Alors, nous n'avons pas de Michelle Obama en France, malheureusement, mais qui veut répondre à la question sur Jean-Marie, Laurent, peut-être ? Sur les politiques publiques, non ? C'est déjà très très compliqué de faire bouger le ministère de l'Éducation nationale. Donc si en plus il faut faire bouger de la culture, vous placez la barre très très haut. Pardon pour cette réponse un peu très bien. Alors Anne-Marie, peut-être ? Bien sûr, le problème
Du sens, c'est quelque chose qui est incontournable, mais je ne suis pas certaine qu'il faille autant sortir pour construire du sens avec les élèves. S'ils ont face à eux des adultes qui sont porteurs justement de cette culture, hein. Enfin, je dis des adultes parce que dans une école ou dans un collège, ils ont plusieurs interlocuteurs. S'ils ont cette relation, vous parliez d'avoir des relations langagières avec les élèves, s'ils ont ce dialogue avec les enseignants, eh bien, je crois que là, on sera plus sur le sens. Si, par exemple, excusez-moi d'être très, très scandaleuse là, mais si on faisait disparaître les photocopies, par exemple, des écoles, ça serait pas mal. C'est-à-dire, si on arrêtait de donner aux élèves des fiches avec des croix à mettre et qu'on les fasse un petit peu écrire à partir de livres qu'on lit, à partir d'un récit que fait l'enseignant, etc. Si c'est pour leur proposer des iPads derrière, c'est pas, oui. Je vois pas trop l'intérêt. Oui, hein, mais le sens, il n'est pas seulement dans le fait de sortir. Il est aussi de ce qui se construit au jour le jour, ce qui se construit patiemment dans le cadre de la classe. Alors certes avec des sorties, certainement, mais des sorties qui sont vraiment inscrites dans un parcours culturel et non pas faites comme ça parce qu'on nous propose un quart, parce qu'on nous propose un projet clé en main. Hein. D'accord. Alors on va prendre encore 2 questions. Oui, je veux dire que lorsque je parlais de sortie, c'était sortir pour rencontrer d'autres que ceux du quartier. C'était pas forcément aller à Londres, quoi. Tout à fait. J'ai envie de dire, je pense que la vie de chacun d'entre nous dépend de 2 ou 3 rencontres improbables. Je pense que ce qui manque à ces jeunes, c'est qu'il n'y a aucune rencontre improbable. Ils ne rencontrent que les jeunes du quartier et que les professionnels dédiés au quartier. C'est quand même une catégorie de gens. Ce sont les seules personnes qu'ils rencontrent. Bon. Et combien, effectivement, une école qui permet de rencontrer d'autres, c'est pas de faire des sorties récréatives, hein, mais qui permettent de sortir de cette culture qui enferme. Moi, je suis vraiment étonné du langage. Vous emmenez cette jeune dans un minibus, mais il faut voir le niveau de langage au quotidien. Tous les mots n'ont plus de sens. Ils sont copains comme cul et chemise. Ils sont capables de se dire les pires insultes. Bien sûr, dès le premier stage en entreprise, ils parlent comme ça au chef d'atelier, ils sont virés et ils disent « Ah bah oui, ils sont racistes ». Bon, mais combien ? Or, nos enseignants, alors, j'ai beaucoup apprécié le fait de dire il faudrait que les jeunes se préparent à entrer en classe. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que les enseignants partagent la vie dans les cours de récréation. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent effectivement... Bon, mais où sont-ils pendant les cours de récréation ? Ils essaient de boire leur café pour retrouver un peu d'énergie avant. Mais là, on sent bien que nous avons des groupes d'ados qui sont devenus ingérables dans certains de ces collèges. Reconnaissons-le. Et ce défilé d'enseignants, enfin moi j'ai beaucoup d'admiration, parce que je ne sais pas, qui essaie de tenir avec 25... Bon. Et à un moment, il faut se poser la question, comment on peut essayer de faire autrement que de rêver, enfin moi je veux bien rêver, de dire qu'ils reprennent une feuille, puis qu'ils copient comme ça gentiment le cours qui aurait été indiqué. Je crois qu'il est important, et je vous remercie de nous donner ces chiffres qui permettent de comprendre, de voir l'importance du problème. Alors après, on a une espèce de grande hypocrisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le référentiel de notation à l'éducation nationale est plus proche de la courbe de Gauss qu'un des référentiels de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez n'importe quel prof de 3e face à n'importe quelle classe de 3e, un tiers à moins de 8, un tiers entre 8 et 12, et un tiers à plus de 12. Ceci est aussi vrai au collège Henri IV qu'au collège ZEP. Mais arrêtons, enfin je veux dire. Alors on peut avoir le brevet des collèges en ne maîtrisant pas la lecture. On peut. À un moment, il faut arrêter. Je suis assez d'accord avec vous pour se dire le problème est suffisamment grave pour nos enfants, nos adolescents, et qui sont, je le rappelle, aussi intelligents que les autres. On a un potentiel. Tout à fait, entièrement d'accord. Et on va prendre peut-être une dernière question. Je voudrais vraiment pas qu'on se mette en retard par rapport à l'autre table ronde. Encore une question, un micro qui circule. Vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. On a parlé brièvement formation. Enfin, on a parlé de la formation des professeurs. On a parlé insertion de projets pédagogiques avec les familles, donc ouverture de l'établissement. Est-ce qu'un des maillons clés aujourd'hui, c'est pas le proviseur et le projet pédagogique qui va pouvoir mener ?
Et deuxième sujet, mais qui est lié, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative comme fait la Fondation Espérance Banlieue, entre lier le primaire et le collège? Merci pour votre question, ce sera la dernière. Alors d'abord, je vais laisser Anne-Marie répondre, parce que vous avez dirigé un établissement, donc sur le rôle du proviseur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors dans effectivement les établissements, le proviseur ou le principal doit mettre en place un projet pédagogique. Et l'intérêt, c'est justement de rencontrer à un moment donné le primaire, pour effectivement travailler à la continuité. La continuité, c'est un des problèmes actuels, parce que on n'a pas toujours justement une continuité des prises en charge des élèves en difficulté, alors que dans le primaire, il y a un certain nombre de dispositifs, pas toujours bien reliés, toujours entre eux, mais il y a quand même des dispositifs pour les élèves en difficulté. C'était par rapport au rôle du proviseur, mais il y en avait une deuxième. Il y avait aussi le fait de lier collège et lycée. Je ne sais pas si Laurent Bigorne peut peut-être nous apporter un éclairage là-dessus, ou s'il a un avis là-dessus, s'il a étudié la question, ou s'il préfère laisser la main à Anne-Marie. Non, il y a des établissements français à l'étranger, par exemple, qui lient aujourd'hui sans problème le primaire jusqu'au baccalauréat. C'est comme moi qu'ils obéissent à des règles sociologiques un peu particulières. Donc moi je ne saurais pas tirer des volontés, enfin des vérités générales. J'entendais tout à l'heure dans le petit reportage qu'on nous parlait d'une école de 800 enfants. Ça, je vais vous dire que s'il s'agit d'une école primaire, c'est assez considérable et sans doute pas très 30 raisonnable. élèves par classe notamment. Ouais. Ouais. Alors, je suis moins attaché à la question du nombre d'élèves par classe, même si elle est importante, mais elle est de second rang par rapport à d'autres, par rapport à la qualité des maîtres et par rapport à la qualité de la formation. Maintenant, il y a un point qui est, me semble-t-il, déterminant, et effectivement qu'on continue de taire dans notre système, c'est la qualité de l'encadrement intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître aujourd'hui qu'on donne très peu d'outils de pilotage, de guidage, d'évaluation, n'en parlons pas, à tous ceux qu'on met en situation de chef d'établissement, que ce soit au niveau des collèges ou des lycées. Je ne parle même pas du rôle croupion, qui est celui du directeur d'école dans le cas du primaire. C'est un rôle qui n'existe pas, il est assez facial. Le vrai patron de l'établissement, c'est l'IEN, et comme l'IEN a 300 enseignants en moyenne dans sa circonscription, on est là sur une fiction que notre République, du genre de scène que notre République affectionne. Je pense qu'on a un vrai gros sujet sur effectivement l'encadrement intermédiaire, parce que c'est seulement s'il y a un encadrement intermédiaire que, d'une façon ou d'une autre, on peut reprendre en main le système. Allez, un dernier mot, Anne-Marie, et vraiment après j'arrête la table ronde. Tout à fait l'avis du... Anne-Marie, d'accord. Excusez-moi. C'est pas grave, Jean-Marie, Anne-Marie, allez-y. De l'importance du rôle du principal, du proviseur, du chef d'établissement. Mais ce qui me semblerait une mesure à prendre, ça serait permettre à ces chefs d'établissement de recruter leur équipe. Si on veut véritablement mettre en œuvre un projet, c'est comment leur permettre de recruter. Allez, Anne-Marie, la conclusion. Juste sur la formation, j'avais oublié la deuxième partie de votre question. Alors, la formation, c'est vrai qu'elle a évolué, mais elle est quand même beaucoup plus en alternance, si on peut dire, entre la classe et ce qui est reçu en ESPE. Parce que ce qui existait auparavant, c'était quand même une dissociation des deux. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que les enseignants apprennent aussi sur le terrain, apprennent la réalité de la classe, et qui puissent être accompagnés par les conseillers pédagogiques, par les IEN, et qu'ils aient des formations en alternance, justement. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que faire une formation très longue, détachée du terrain, c'est pas très, très positif. Juste un dernier point sur l'évaluation. Moi, j'ai connu le temps vraiment très intéressant où alors j'ai commencé, j'étais encore principale de collège, puis après ça s'est poursuivi quand j'étais inspectrice, les évaluations CE2. Et là, c'était quand même un point sur lequel on pouvait se rencontrer, et où on faisait des analyses précises des résultats des élèves. On essayait de trouver les causes de leurs erreurs, etc., et de monter des PPAP, des projets pédagogiques d'aide personnalisée. Et là, on était vraiment dans un travail très, très précieux, parce qu'on pouvait voir
quand même, d'une année sur l'autre, ou même sur une cohorte, on pouvait voir si une école, parce que nous, inspecteurs, on suivait ça quand même de très près, si une école avait fait progresser ses élèves. Et on avait quand même des repérages chiffrés très, très précis. Et malheureusement, il y a eu abandon de cette démarche évaluative très, très précise pour d'autres, enfin, qui ont varié dans le temps, si bien que les enseignants qui s'étaient bien appropriés les évaluations CE2 et leur exploitation, eh bien, ont perdu un petit peu le cap, on va dire. Eh bien voilà la réponse en 3 temps donc à votre question. Merci Anne-Marie, Jean-Marie et Laurent. Il est 15h02, pardon pour ces 2 minutes de retard. Pardon Natacha, Peter et Tanguy. À suivre les solutions concrètes proposées en Europe, l'inédit qui fonctionne, l'Espérance banlieue et les perspectives pour un déploiement des écoles Espérance banlieue dans toute la France. Merci à vous. Bonne continuation.